bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, le premier cercle de Génération Frexit va recevoir Régis Chamagne, qui va nous expliquer comment nous pourrons sortir de l'OTAN. D'abord, si la France peut sortir de l'OTAN, hein, c'est pas toujours évident. On entend parfois des gens qui nous disent « Ah bon, on voudrait sortir de l'OTAN, mais ce n'est pas possible ». Eh bien, nous allons en discuter ce soir avec Régis Chamagne. Avant de le présenter, je voulais rappeler ce qu'était le premier cercle de Génération Frexit. Génération Frexit, notre mouvement qui milite pour la tenue d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne et qui milite aussi pour que la France puisse quitter l'OTAN. Et bien, notre mouvement a l'habitude désormais de pouvoir recevoir des invités de marque pour pouvoir réussir avec eux à nous donner des éléments pour mieux, tout simplement, comprendre le monde dans lequel nous sommes et mieux défendre nos idées. Alors, ce soir, ça va être Parole est à la défense. C'est un sujet qui, malheureusement, est d'actualité. C'est un sujet qui, de toute façon, est passionnant en soi, mais qui se double aujourd'hui d'une actualité brûlante. Alors, je pense que nous allons tous être totalement à l'écoute de ce que va pouvoir nous dire le colonel Régis Chamagne, que je vais maintenant présenter. Alors, Régis Chamagne, vous êtes né en 1958 en Algérie. Vous qualifiez vous-même votre milieu d'origine de modeste, et ce milieu modeste ne vous a pas empêché d'avoir une brillante carrière, puisque vous avez intégré l'école de l'air en 1977 pour devenir officier, ingénieur, puis pilote de chasse. Alors, pilote en escadrille de défense aérienne, commandant d'escadrille sur Mirage F1, commandant d'un escadron de reconnaissance sur Mirage F1 encore, et puis ensuite, quand vous devenez colonel, vous commandez la 3e escadre de chasse sur Mirage 3 et Mirage 2000D. Suite au départ de la carrière opérationnelle, eh bien, vous avez suivi les cours de l'École supérieure de guerre et vous avez donc développé un intérêt que vous aviez déjà pour la géopolitique et la stratégie. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages, l'art de la guerre aérienne, qui a reçu le prix Estrade Delcros. Vous avez écrit aussi un livre Relève-toi, qui est un programme pour pouvoir sauver la France, on va dire. Alors, ce soir, nous allons nous appesantir surtout sur la question principale, celle qui est à la fois la plus importante de toute la politique, parce que rien n'est plus important en politique que la paix et la guerre. Et nos temps troublés aujourd'hui demandent des réponses fortes. Alors, ce soir, eh bien, je vous le demande, Régis Chamagne, la France peut-elle se passer de l'OTAN? Merci. Merci pour votre présentation et puis pour la question que vous m'avez posée. Alors, je pense que mon exposé sera très très bref en fait, parce que cette question est quasiment obsolète aujourd'hui. Et je vous dirai pourquoi. D'abord, je voudrais dire que la défense est à la nation ce que les défenses immunitaires sont au corps humain. Une défense ne peut se concevoir que nationale. C'est un peu comme si se remettre, s'en remettre à d'autres pour assurer sa propre défense, c'est un peu s'en remettre à des vaccins pour se protéger plutôt que d'avoir une bonne hygiène de vie, si vous voyez ce que je veux dire, et qui évidemment a trait à l'actualité récente. La France, donc au départ, quand l'OTAN a été créée, la France a été dans l'OTAN, et puis le général de Gaulle a fait sortir la France du commandement intégré
tout en restant au niveau politique de l'OTAN. Mais nous étions sortis du commandement intégré, donc le général de Gaulle avait choisi pour les défenses immunitaires de la France, d'avoir une bonne hygiène de vie plutôt que de s'en remettre aux autres. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'OTAN de nouveau avec Nicolas Sarkozy, à un point tel que quand le président Vladimir Poutine récemment a dit qu'il suspendait la participation de la Russie aux accords START, dans les arguments qu'il a donnés, il a dit qu'il faudrait compter les missiles nucléaires, les têtes de la dissuasion française dans les accords START. Ça signifie clairement que pour Poutine, la France n'a plus de souveraineté, même dans le domaine de la dissuasion nucléaire. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire à quel point nous en sommes arrivés. Alors, la France peut-elle sortir de l'OTAN? Bien sûr qu'elle le peut, si elle le voulait. Mais aujourd'hui, évidemment, avec les traîtres qui nous gouvernent depuis 2007, ce n'est pas à l'ordre du jour. La France doit sortir de l'OTAN, c'est une évidence. Et comme je le disais au début, la question me semble presque obsolète pour la raison que je pense que l'OTAN, tout comme l'Union européenne, vont se dissoudre, vont éclater de la même façon que l'Union soviétique en son temps. Donc en fait, aujourd'hui, avec les événements qui se passent en Ukraine, avec le basculement de paradigme géopolitique que l'on observe, parce que l'Ukraine n'est que la partie émergée d'un combat beaucoup plus vaste qui concerne le monde entier, eh bien, ces événements vont précipiter la chute de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, finalement, il n'y a qu'à être patient. Et en revanche, alors, ce que l'on peut analyser, c'est la façon dont ça pourrait se passer. Le dernier article que j'ai écrit sur mon blog, qui s'intitule Options stratégiques, dans cet article, j'évoque 2 options stratégiques possibles pour la Russie, une option à dominante militaire, une option à dominante économique. Alors, une option stratégique, c'est le choix d'une voie et d'un facteur principal pour atteindre son objectif. Ce sont des grandes orientations. Aujourd'hui, la Russie a le choix entre mener une opération militaire d'invasion, enfin de reconquête de la Novorussia, ou continuer ce qu'elle fait, grignoter sur le terrain militaire pour appuyer sur le curseur économique et faire petit à petit s'étrangler les économies des États-Unis et des pays de l'Union européenne, en espérant que que dans ces pays il y ait des changements de régime, que les peuples se révoltent et d'une façon ou d'une autre, et qu'il y ait des changements de régime qui amènent dans les pays de l'Union européenne, enfin dans les pays européens, puisqu'il n'y aura plus d'Union européenne, il n'y aura plus d'OTAN, dans les pays européens, qui amènent de nouvelles élites au pouvoir, des élites patriotes, des élites qui défendront la souveraineté de leurs États et qui permettront à nos pays d'entrer de plein pied dans le monde multipolaire qui se construit partout ailleurs, c'est-à-dire autour de la Chine, de la Russie, de l'Inde et de l'Iran, mais qui englobe aujourd'hui quasiment tous les pays d'Afrique, tous les pays d'Asie, tous les pays du Moyen-Orient et une grande partie des pays d'Amérique latine. Voilà la situation. Et donc, finalement, vous voyez, ma réponse est relativement brève parce que la France va sortir de l'OTAN, puis pour la raison simple, c'est que l'OTAN va s'effondrer. Écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez raison et que nous verrons ça très bientôt.
Alors, mais avant cet effondrement, est-ce que justement le qui gouverne l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, ne risque-t-il pas d'entraîner ses alliés dans une guerre en Ukraine, une guerre contre la Russie, et qui amènerait notre pays eh bien, à suivre une politique belliciste envers une puissance nucléaire, avec tous les risques que cela comporte? Alors, personnellement, je ne le pense pas. Il y a plusieurs facteurs pour cela. D'une part, les sondages montrent qu'aux États-Unis, les Américains sont de moins en moins favorables à l'aide à l'Ukraine et il y a les élections qui se profilent. Donc, les politiciens américains sont un peu sur des œufs, enfin, en tout cas, les démocrates. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous n'avons pas les moyens d'entrer dans une guerre. Tout simplement, nous n'avons pas les moyens. Nous avions 80 canons César, vous vous rendez compte? 80 canons César, les Russes en ont 10 000, des canons. Nous n'avons pas les moyens. Et aujourd'hui, ce matin, la Russie a fait une démonstration de force en tirant une belle bordée de missiles sur des centres énergétiques et des centres militaires ukrainiens, et en particulier en utilisant 6 missiles hypersoniques. Là, je pense qu'ils ont donné, en utilisant ces missiles hypersoniques, ils ont fait une petite démonstration de force, histoire de nous montrer que nous n'avions pas trop intérêt à nous frotter de trop près à eux. Pour l'instant, nous livrons des armes, sous la pression des États-Unis, bien sûr, mais je pense que ça s'arrêtera là. Hein. Et je ne suis pas certain que nos militaires soient chauds pour... en tout cas, l'état-major, je ne suis pas certain qu'ils soient très chauds pour s'engager. Parce que eux, quand même, j'imagine qu'ils ont à peu près des informations solides sur la réalité de ce qui se passe. Hein. C'est pas les informations qu'on peut voir dans les médias dominants, enfin dans les médias de grand chemin. Donc, je ne pense pas que nous soyons entraînés dans une confrontation directe avec la Russie. Ce n'est pas mon sentiment. J'espère ne pas me tromper. Nous l'espérons tous. Alors, avant de peut-être de reparler de l'actualité, pouvons-nous peut-être approfondir le sujet de la France peut-elle se passer de l'OTAN? Comment envisagerions-nous, par exemple, imaginons que nous ayons un gouvernement digne de ce nom, un président de la République, chef des armées digne de ce nom, qui décide de le faire. J'imagine que ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Il y a des interopérabilités, voilà, excusez-moi, entre l'armée française et ses alliés. Par exemple, les bases en Afrique de la France sont souvent ravitaillées par du matériel américain. Donc, comment faire pour pouvoir sortir sans perdre trop de logistique que nous, aujourd'hui, dont nous sommes dépendants de l'OTAN? Faut-il d'abord sortir du commandement intégré, qui paraît être peut-être le plus urgent, avant de sortir totalement de l'organisation OTAN? Alors, bien sûr, on peut sortir du commandement intégré relativement facilement, puisque le général de Gaulle l'a déjà fait. Cela dit, s'agissant du soutien logistique de l'OTAN, je me souviens que dans les années 90, la France n'avait pas suffisamment d'avions de transport stratégique et nous louions régulièrement des Antonov 124 à l'Ukraine, à une compagnie privée ukrainienne. Donc, le soutien logistique, on peut l'avoir par coopération avec d'autres pays, et ça n'engendre pas forcément des accords militaires. En plus, on observe aujourd'hui que la France se fait virer d'Afrique, tout simplement. Hein. La récente visite de Macron en Afrique a été un désastre absolu, une catastrophe et en plus une honte pour la France. Et les pays africains ne veulent plus de l'Occident qui leur donne des leçons tout le temps, et ils se tournent vers la Chine et la Russie. Aujourd'hui, c'est la Chine et la Russie qui s'implantent en Afrique à notre place.
Donc, pour revenir à votre question, si nous avons un président digne de ce nom, ce président fera en sorte que la France s'intègre dans le monde multipolaire, renouera le dialogue et les coopérations avec la Russie, la Chine et d'autres pays, et la présence française en Afrique, qui sera de toute façon moindre, nous pourrons l'assumer, l'assurer avec des coopérations plus larges. Je verrai bien la Russie, la Chine ou ce genre de pays. Et en ce qui concerne l'équipement de l'armée française, pour l'instant, une partie de cet équipement est malheureusement produit à l'étranger. Il y a eu la volonté, justement, de la part des gouvernements traîtres de rendre notre défense dépendante de certains équipements. Et donc, il faut reconstruire, là aussi, une industrie de défense. Je pense plutôt à l'équipement d'infanterie de base. Hein. Je ne parle pas de l'aviation ou de la marine, où nous avons encore, heureusement, une industrie importante. Mais bon, on pense aux munitions, on pense aux fusils, on pense à des tas de choses qui sont aujourd'hui achetées dans d'autres pays de l'OTAN. Oui, alors là, et pas seulement dans des pays d'OTAN d'ailleurs, hein. Oui. Et vous avez oublié les vêtements. Donc là, oui, ça, clairement, il faut renationaliser tout ça. Là, ce sera une des premières choses à faire, ramener en France toutes les industries qui concourent à l'équipement de nos armées. Alors, sur certaines choses, c'est compliqué parce que même sur un avion comme le Rafale, avec ses équipements, son radar, ses missiles, il y a des composants qui nous viennent des États-Unis. Oui. Donc là, ça sera un peu plus compliqué, peut-être un peu plus long. Mais cela dit, ça ne nous empêchera pas d'avoir une défense dans un cadre d'une stratégie générale militaire défensive. Un président digne de ce nom cessera de mener des actions offensives idiotes à travers le monde. Il recentrera la défense de la France sur une posture défensive de souveraineté. Et là, il y a des priorités. Je pense par exemple à la souveraineté de nos zones économiques exclusives. Vous savez que la France est le deuxième territoire maritime du monde, grâce à toutes les îles que nous avons sur toutes les mers du monde. Et ce territoire n'est pas protégé. Donc il nous faudra une marine adaptée à la protection de ces zones économiques exclusives parce que les ressources halieutiques, les ressources de la mer vont devenir un enjeu stratégique dans les décennies à venir. Donc avoir une défense orientée au service d'une stratégie militaire défensive avec évidemment des accords avec des pays qui le souhaitent, qui souhaitent garder des accords avec la France pour les aider à assurer le cas échéant leur défense comme ça se passe au Tchad actuellement. Mais donc finalement, à part les équipements légers comme vous l'avez dit, les vêtements, les fusils, les armements, oui, le reste, je pense que il suffira de relancer la production pour avoir plus d'avions, plus de bateaux et des bateaux adaptés, encore une fois, à la protection de nos ZEE. Et alors, quel serait le budget de l'armée et sur combien d'années pour redevenir souverain hors de l'OTAN? Oh là là, alors là, ça dépendra des circonstances économiques, de la volonté. Moi, je pense qu'un budget de minimum 3% du budget national et sur une dizaine d'années, 10-15 ans. On est quand même tombé bien bas. Hein. Et puis il n'y a pas que Oui. ça. Il y a le recrutement du personnel. Il y a toute une éducation à refaire. Je veux dire, notre jeunesse a été polluée par le wokisme ou toutes ces théories venues des États-Unis. Et il y a toute une jeunesse à éduquer correctement.
Il faut y réapprendre l'histoire de France aux jeunes. L'école, c'est fait pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Et donc, il n'y a pas que le matériel. Je pense que, bon, j'ai encore quelques contacts avec des anciens subordonnés qui me disent que la mentalité a quand même pas mal changé par rapport à ce que j'ai connu. Et alors, justement, à propos de la jeunesse, êtes-vous pour le retour d'un service militaire? Je ne parle pas du SNU de Macron qui est un gadget, mais d'un service militaire. Alors, en théorie, oui. Le service militaire était très formateur et j'étais officier à l'époque où le service militaire existait encore et c'est vrai qu'il permettait un brassage social très important et qui était indispensable à la cohésion nationale. Et oui, évidemment, je suis pour le retour du service militaire maintenant. Ça demande des moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Alors, sous quelle forme? Là, ce serait une question qu'il faudra creuser, probablement ou certainement pas sous la forme qui était la sienne avant, puisque le service militaire avait été conçu et organisé pour une levée en masse, pour opérer une levée en masse le cas échéant. Ce ne sera plus le cas. Moi, je pense que d'abord, il faut se fixer un objectif, un service militaire. Pourquoi? Eh bien, pour, euh, pour que les jeunes adultes apprennent ce que c'est que se lever tôt, faire de l'exercice, souffrir ensemble et se coucher tôt, déjà. Pour qu'ils apprennent l'esprit civique et le sens du don de soi. Donc, il faut se fixer des objectifs et en vertu de ces objectifs, après, on peut adapter un service militaire, mais ce sera certainement pas sous la forme qui était la sienne avant, d'autant que la France, comme beaucoup de pays, est en déclin démographique. Donc, à l'époque du service militaire, la France était en croissance démographique, toujours sur l'idée de la levée en masse. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, nous sommes en déclin démographique. Donc, il faut adapter les structures, il faudra adapter notre service militaire à l'anthropologie actuelle du peuple français et à nos moyens, parce que toutes les casernes qui ont été fermées, comment reconstruire ça ou comment reconstruire les installations pour un service militaire, là, ça sera compliqué. Et alors, quelle est votre opinion sur le SNU de Macron? Alors, je m'y suis pas intéressé, pour tout vous dire. Ce que fait le gouvernement ne m'intéresse pas. On vous comprend. Moi, je vois l'avenir. J'observe les éléments qui me permettent d'imaginer ce que sera l'avenir. Depuis plus de 10 ans, je fais des conférences sur le changement de paradigme géopolitique, le rapprochement entre la Russie et la Chine. J'en ai parlé dans une conférence à Lyon en décembre 2013. Et puis aujourd'hui, il y a des médias qui ont l'air de découvrir ça, quoi. J'en ai parlé dans une conférence en 2013 parce que je savais que ça allait commencer en 2009 à la première réunion des BRICS à Ekaterinbourg en juin 2009. Donc, si vous voulez, ma vision, mes centres d'intérêt, c'est plutôt ça. C'est où va le monde et comment il y va. Je sais où il y va. Je sais où il va. Il va vers le monde multipolaire, il va vers un changement de paradigme géopolitique. La question cruciale aujourd'hui, c'est comment y va-t-il? Avec la guerre en Ukraine et les risques que ça comporte, et pas seulement la guerre en Ukraine, il y a la menace américaine sur la Chine et sur Taïwan. Donc, mais honnêtement, la politique française ne m'intéresse pas. Je ne connais même pas le nom des ministres. Vraiment, ce sont ce sont des acteurs de théâtre, ils font du théâtre, ils ne prennent aucune décision. Les décisions nous sont données par Bruxelles, par l'Union européenne via les GOPE, les directives européennes. Les décisions financières sont prises à Francfort, les décisions politiques, géopolitiques sont prises à Washington. Donc, ces gens ne m'intéressent pas.
Alors, à propos de l'armée, justement, de l'armée française, il y a certains officiers supérieurs dont la carrière se termine à l'OTAN. Et apparemment même, on dit qu'ils sont plutôt bien payés et que c'est, parfois une bonne fin de carrière que de terminer à l'OTAN. Et après, il y a même, certains, on va pas citer de nom, mais certains généraux qui, après leur passage à l'OTAN, terminent sur des plateaux de télé et nous, vendent une politique très belliciste. Alors justement, là, on peut se demander s'il n'existe pas au sein de l'état-major de l'armée une sorte de cinquième colonne pro-américaine et pensez-vous qu'elle est dominante à l'intérieur de l'armée française ou est-elle simplement mise en avant par les médias? Alors, je pense qu'elle est mise en avant par les médias. Maintenant, il y a une question de génération aussi, hein. C'est vrai que le basculement vers l'OTAN a fait que certains officiers qui n'auraient peut-être pas eu la carrière qu'ils ont eue ont profité de l'ouverture à de plus nombreux postes d'officiers généraux pour armer des postes à l'OTAN, des postes dans lesquels ils font rien, hein, ils font pas grand-chose, hein. C'est une sinécure, hein. Un officier français qui travaille à l'OTAN, pour lui, c'est une sinécure. Les Américains décident de tout, il n'a pas de décision à prendre, il est bien payé, comme vous le dites. Mais je vois à qui vous pensez quand vous parlez des plateaux Oui, télé. quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Je, Tactique théorique, je crois. ouais. Je l'ai connu à l'école de guerre. On était de la même promo de l'école de guerre. C'est un mythomane, hein. Il peut en donner Voilà. l'impression. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette confirmation. C'est ce que beaucoup de gens, peuvent penser quand on l'écoute, mais, en effet, il faut croire que l'époque est entrée privilégie la mythomanie. Alors autre question, toujours sur le service national, ce sont des questions qui reviennent beaucoup. Le service national avait l'intérêt de former des officiers de réserve qui étaient parfois même souvent des gars pointus dans leur spécialité professionnelle, informatique, télécom, et cetera. Est-ce que justement là, il peut y avoir des sortes de passerelles entre, la société civile et justement, l'armée? Et il y avait par ces officiers de réserve une forme d'unité de la nation. Qu'en pensez-vous? Alors, la réserve existe toujours, hein, c'est sous la forme du volontariat. Et il y a toujours ce genre de passerelle, mais le fait de réactiver le service militaire qui n'a pas été supprimé, le fait de le réactiver permettrait de effectivement systématiser ce genre de relation. Donc oui, oui, effectivement, une, c'est une très bonne idée. Mais je reviens sur le service militaire. C'est pour moi la grande vertu que je lui ai connue, c'est le brassage social. Parce que quand vous avez dans un même centre d'instruction militaire des jeunes presque analphabètes et des bac+5, ce qui se passe dans les chambrées le soir, c'est que les bac+5 font de l'alphabétisation au profit des jeunes, non, presque analphabètes, je veux dire. Mais quand il s'agit de faire un bivouac en hiver, en pleine forêt, passer 2 nuits dehors, c'est le paysan analphabète qui apprend au master en droit parisien comment survivre dans le froid et avec peu de choses. Vous voyez, donc il y avait un vrai échange. Et je pense que c'est le, le point le plus important du service militaire, c'était ça, en termes de relations humaines. Merci. Une autre question toujours sur la sortie de l'OTAN. Ne serait-il pas préférable à une sortie sèche de l'OTAN de simplement quitter le commandement intégré pour redevenir État observateur et ainsi pouvoir, peser au cas où sur les décisions occidentales? Oui, c'est ce qu'avait fait le général de Gaulle. Oui, On quitte, exactement. on quitte le commandement intégré. Mais comme je vous l'ai dit au début, je pense que l'OTAN n'en a plus pour longtemps. Et c'est vraiment sincèrement, hein, je suis pratiquement certain que l'Union européenne et l'OTAN, ils s'effondreront en même temps.
Et je pense même que les États-Unis d'Amérique sont en danger d'implosion. Vous voyez où on en est. Il faut voir l'état de la société américaine aujourd'hui, c'est catastrophique. Il est catastrophique. Il faut lire un peu Moi, je lis pas mal d'articles sur le site de Sacre francophone, et il y a des Américains qui écrivent sur ce site, et les descriptions qu'ils font de la société américaine sont catastrophiques. Donc, je pense que vraiment, nous sommes dans une période d'effondrement d'un système. En effet, le Vraiment. CACEA francophone est un très bon site que nous pouvons recommander à notre auguste assemblée. Il y a aussi, alors pour les anglophones, The Grey Zone qui dit pas mal de choses sur la société américaine. Il y a en effet, heureusement, quelques médias alternatifs qui peuvent nous renseigner. Une question toujours à propos de si nous sortions de l'OTAN, ou du moins, dans un premier temps, du commandement intégré, ne pourrait-on pas demander un statut analogue auprès de l'Organisation de la coopération de Shanghai, dans un souci d'équilibre entre les superpuissances? Alors ça, évidemment, j'y avais pensé, mais l'organisation de coopération de Shanghai est une organisation géographique. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt demander à... On pourrait jouer sur la Nouvelle-Calédonie. On pourrait dire que nous sommes une puissance dans l'océan Pacifique. Oui, oui, on pourrait jouer effectivement sur nos territoires d'outre-mer. Oui, oui. Mais effectivement, hein, j'y avais pensé. J'avais pensé que la Turquie entrerait assez rapidement dans l'OCS et quitterait l'OTAN. Et puis, comme Erdogan est quelqu'un d'assez imprévisible qui a voulu le beurre et l'argent du beurre, mais maintenant il a quand même choisi son camp. Finalement, ça va se faire. Mais oui, oui, c'est quelque chose auquel j'avais pensé. Mais je pense que dans un premier temps, il faut se rapprocher des BRICS. L'OCS, c'est une organisation en poupée gigogne. Vous avez les pays membres, le premier cercle. Ensuite, vous avez les pays observateurs, au deuxième cercle. Et vous avez un troisième cercle, les pays partenaires de discussion. Et pour rentrer dans l'OCS, il faut commencer par rentrer dans le troisième cercle, puis au bout de quelques années, le deuxième cercle, et enfin le premier cercle. Ça prend du temps. C'est une organisation qui est très fermée, qui est bien verrouillée, et pour cause, hein, parce que ses missions sont claires, et ce sont des missions de sécurité. Donc on n'y entre pas comme ça. En revanche, il y a une autre organisation qui est celle des BRICS. Alors vous savez d'où ça vient les BRICS, hein? Au départ, c'était un acronyme, les Anglais adorent les acronymes, hein. C'était un acronyme d'un journaliste économique anglais qui avait regroupé 4 pays qu'il appelait émergents d'un point de vue économique. Donc Brésil, Russie, Inde et Chine, BRIC. C'est joint à l'Afrique du Sud après, ce qui fait le BRICS. Et ça, c'est une organisation qui n'avait aucune réalité géopolitique avant 2009. Après qu'il y a eu la crise financière des subprimes, au G20, il y a eu un G20 à Washington en novembre 2008, et à ce G20, la Chine a demandé qu'on réfléchisse à une monnaie mondiale qui soit basée sur des grandes monnaies nationales et sur des matières premières comme l'or, l'argent, etc., qui à terme remplacerait le dollar. Évidemment, les Américains ont refusé, mais là, la Chine a pris date. Et dans la foulée, donc je vous l'ai dit, novembre 2020, novembre 2008, pardon, juin 2009, première réunion des BRICS. C'est-à-dire qu'à cette occasion-là, les BRICS, qui n'étaient qu'un acronyme, sont devenus une réalité géopolitique qui n'a fait que croître. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de pays dans le monde qui frappent à la porte. Il y a l'Égypte, l'Argentine, l'Algérie, enfin, il y a les pays d'Afrique, une vingtaine de pays au monde qui demandent à entrer dans les BRICS, et je pense que ça va se faire. C'est l'embryon d'une organisation internationale qui pourrait même concurrencer l'ONU. On parle même de l'Iran et de l'Arabie saoudite qui rentreraient ensemble, les deux piliers du Golfe qui rentreraient ensemble en 2024, d'après
certaines publications relayées par Jacques Sapir. En effet, le monde change. Et alors, autre question, vous, en tant que justement colonel d'aviation, il y a un article d'Asia Times qui évoque une escalade au printemps en Ukraine par le prêt direct de pilotes de chasse ou du moins de pilotes de jets militaires, de près de pilotes qui seraient en fait non pas des pilotes ukrainiens, mais des pilotes de l'OTAN, des Américains essentiellement, mais pourquoi pas d'autres pays de l'OTAN, qui piloteraient des F-16 ou d'autres avions de l'OTAN aux couleurs ukrainiennes, en faisant croire que ce sont des pilotes ukrainiens formés très vite, mais en fait, ce seraient des pilotes de l'OTAN. Que pensez-vous de cette rumeur relayée par Asia Times? Bon, alors d'un point de vue technique, si des F-16 se mettent à voler aux couleurs ukrainiennes, ce ne sont pas des pilotes ukrainiens. Il faut beaucoup de temps pour former un pilote de chasse. Donc on ne sait pas à quel niveau en sont les pilotes ukrainiens, si ce sont des jeunes pilotes. Quand vous êtes breveté pilote de chasse, il vous faut au minimum 1 an avant d'être opérationnel, c'est-à-dire être capable de remplir la mission de l'escadre seul. Il vous faut 1 an de plus pour être leader d'une patrouille de 2 avions. Et il vous faut encore 1 an pour être leader d'une patrouille de 4 avions. Donc, si les pilotes ukrainiens, si l'armée de l'air ukrainienne n'a pas de pilote confirmé, ce sera 3 ans, enfin, au minimum 2 ans pour former un pilote sur F-16. Si vous avez des pilotes confirmés, et encore une fois, confirmés comment, combien d'heures de vol faisaient-ils par an? Je crois savoir que les pilotes ukrainiens faisaient en moyenne 60-70 heures de vol par an, alors que les standards OTAN, enfin les standards OTAN, c'est 180 heures par an. Moi, durant toute ma carrière, j'ai volé 180 heures par an. Et donc là, vous prenez même un pilote aguerri, enfin aguerri avec de l'expérience, il lui faudra au moins 10 mois, 1 an pour être formé sur F-16. Donc si on voit des F-16 voler bientôt aux couleurs de l'Ukraine, à l'évidence, ce seront des pilotes mercenaires. Donc, soit des pilotes militaires en activité sous statut spécial, hein, vous savez, on peut quitter l'armée provisoirement, soit des pilotes qui viennent de prendre leur retraite et qu'on embauche comme mercenaires. Et alors là, justement, une question qui suit la dernière, mais qui ne s'adresse pas cette fois-ci aux colonels d'aviation, mais plutôt aux géopoliticiens. Asia Times, qui donc a relayé cette nouvelle en premier, c'est un quotidien qui est basé à Hong Kong, mais qui, on peut dire, est lié d'une manière ou d'une autre au PCC, qui a donc permis que cette nouvelle soit publiée. Que recherche la Chine en mettant en garde les opinions publiques internationales d'une offensive de l'OTAN au printemps qui utiliserait donc des pilotes de l'OTAN? Quel est le but, selon vous, là, le but géopolitique de la Chine, de mettre en garde contre cela? Alors, comme vous avez employé le bon mot, mettre en garde. La Chine est restée dans une position relativement neutre officiellement, bien qu'elle ait quand même dit des choses au début de l'opération militaire, quand les Russes ont découvert ce qu'ils savaient déjà, qu'il y avait des laboratoires secrets d'armes biologiques en Ukraine. La Chine a demandé des comptes. Elle a demandé aux États-Unis de s'expliquer là-dessus. Donc la Chine a pris position depuis le début, mais en gardant une relative neutralité dans l'affaire. Et récemment, depuis, on va dire, oui, un mois, la Chine affirme de plus en plus son soutien à la Russie. C'est-à-dire qu'elle ne se cache plus. La Chine, qui était prudente, sort du bois, là, en ce moment. Bon, on savait qu'elle était du côté de la Russie, mais là, elle sort du bois, clairement.
Donc oui, c'est le genre d'information qu'elle peut se permettre de donner pour mettre en garde. En effet, il y a aussi actuellement de la presse anglo-saxonne, je pense plus particulièrement d'ailleurs à la presse australienne et britannique, mais même, je crois, ce soir à la télévision française, rappelons que nous sommes le 9 mars, il y a apparemment une émission sur le service public où on nous dit qu'il va y avoir une guerre contre la Chine inévitable. Et la presse australienne, c'est tous les jours, on voit la menace chinoise, les Chinois veulent dominer le monde, le péril jaune est là. Comment expliquer qu'il y ait un si grand concert de la presse occidentale contre la Chine, alors que justement, pour l'instant, la Chine, comme vous l'avez très bien dit, a fait preuve de retenue? Il faut, les États-Unis ne se sont jamais cachés qu'ils envisageaient une confrontation avec la Chine, qui puisse être militaire sur le sujet de Taïwan. Ils ne s'en sont jamais cachés. Dans les écrits de la Rand Corporation, depuis longtemps, la Chine est présentée comme l'adversaire stratégique futur des États-Unis qu'il faudra dominer. Il faudra empêcher la Chine de dépasser les États-Unis sur le plan économique. Le problème, c'est que si la Chine était relativement faible et en retard au niveau des procédures et de tas de choses d'organisation sur le plan militaire il y a 20 ans, elle a rattrapé une bonne partie de son retard. Et elle est dotée elle-même de missiles hypersoniques. Donc elle se dote d'une marine impressionnante. Et donc là c'est du bruit si vous voulez. Pour moi c'est du bruit. Ils font du bruit, ils agitent un chiffon rouge, mais ils se rendent pas bien compte des conséquences que ça pourra avoir, à mon avis. Toujours une question pour le géopoliticien et toujours une question concernant l'Asie. Que pensez-vous de la visite récente du chef du parti du Kuomintang, qui est certes dans l'opposition à Taïwan, mais cette visite donc à Pékin, une visite officielle, c'était un peu historique de voir discuter le PCC et le Kuomintang. Je pense que depuis 1949, ça n'a pas dû exister. Et donc de voir qu'il y a peut-être une volonté de réunification pacifique entre la Chine continentale et Taïwan. Alors c'est marrant parce que quand on me posait la question de l'avenir de Taïwan il y a 10-15 ans, ma réponse était Taïwan tombera comme un fruit mûr le moment venu. Parce que il faut lire Sun Tzu, euh, c'est tout à fait dans la stratégie chinoise. Et je pense que la stratégie chinoise, oui, est d'amener Taïwan à tomber comme un fruit mûr. Donc là, à mon avis, c'est un premier pas. Il commence un début de dialogue et ça pourrait se terminer par, bon, comment fait-on? Je pense que de toute façon, Taïwan finira par rejoindre la Chine, hein, puisque c'est historiquement une île chinoise, et que ça se fera tout doucement. Ils savent aujourd'hui, les Taïwanais, que les Américains ne peuvent pas les protéger militairement. Ils le savent. L'expérience ukrainienne a éclairé tout le monde sur le sujet. Les Américains ont une armée inférieure et du matériel inférieur à l'armée russe et au matériel russe. Les Chinois sont équipés comme les Russes. Ils ont leur propre matériel aussi, mais ils sont beaucoup équipés de matériel russe, en particulier les missiles antiaériens et les Sukhoi 30. Donc, tout le monde aujourd'hui a vu que les Américains, que les États-Unis ne sont plus la première puissance militaire du monde. Donc, du Alors, coup, les Taïwanais, qui sont des Chinois, donc qui sont des gens plutôt prudents, commencent à se dire bon, bah, il va falloir trouver une solution. Nous finirons par être avalés, par revenir à la Chine, et donc il faut préparer le terrain et savoir comment on va faire. Pour moi, ce sont les prémices, hein, je pense.
Alors, autant il est évident que l'US Army ne pourrait pas tenir contre l'armée chinoise ou même peut-être l'armée russe, autant l'US Navy, elle, n'a pas perdu de guerre. L'US Army en a perdu de nombreuses ces derniers temps, à force de rester en Irak, à force de rester en Afghanistan, mais l'US Navy, elle reste logiquement sans égale. Elle pourrait quand même peut-être, elle, empêcher une réunification de la Chine par la force. Car le détroit de Taïwan, il faut le traverser quand même. Que pensez-vous de la force de l'US Navy face au, à la marine chinoise? Alors c'est vrai que les États-Unis sont une puissance maritime, hein, comme l'Angleterre, hein, c'est la baleine contre l'éléphant. Le problème aujourd'hui pour l'US Navy, c'est que ces porte-avions qui, il y a 15 ans, 20 ans, étaient une menace pour un pays adverse, aujourd'hui c'est une cible, ce sont des cibles. Un missile hypersonique sur un porte-avions, je peux vous dire que le porte-avions ne fera pas long feu. Et aujourd'hui, les Chinois ont des missiles hypersoniques anti-navires. Donc, si les États-Unis s'avisent à engager une opération militaire contre la Chine pour protéger Taïwan avec leurs porte-avions, à mon avis, l'espérance de vie de ces porte-avions sera de quelques heures. Oui. J'ai un ami ingénieur, un naval group, qui me dit qu'au XXIe siècle, il y a deux types de navires, les sous-marins et les cibles. Voilà. Et que donc, qui est le porte-avions qui a été le navire de guerre maître de la deuxième partie du XXe siècle ne l'est plus aujourd'hui, selon lui. Bon, je vois que vous partagez cette. Alors, une question cette fois-ci plus pour le colonel d'aviation, mais aussi pour le géopoliticien, puisque vous avez les deux casquettes ce soir. Que pensez-vous du projet SCAF? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour l'industrie allemande de pouvoir essayer de phagocyter Dassault comme pour Nexter? C'est une évidence. Je faisais des conférences sur la défense française et je prenais le cas d'Airbus. À partir de rapports de la Cour des comptes, de deux rapports de la Cour des comptes, dont le deuxième en 2014, et dans ces deux rapports, on voyait clairement la stratégie de l'Allemagne qui avait volé Airbus à la France. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, Airbus est allemand, alors qu'au départ, c'était majoritairement français. Et effectivement, dans le projet SCAF, il y a ça. Mais c'est pour ça que Dassault, d'ailleurs, refuse. Hein. Dassault a conservé un certain patriotisme. C'est une entreprise qui a conservé sa culture d'entreprise du début, telle que l'a imprimé Marcel Dassault. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire. Dassault refusera. Dassault ne coopérera pas avec l'Allemagne sur SCAF. Il pourrait coopérer sur un projet d'avion de transport, ce genre de choses, mais pas sur un avion de chasse, je pense pas. Alors, il y a une avance considérable sur les Allemands. C'est la deuxième société du monde, hein, je veux dire. Le Rafale actuellement est, alors d'un point de vue opérationnel, je pense pas qu'il soit tout à fait à la hauteur du Sukhoi 57 ou même du Sukhoi 35 ou 30M, mais d'un point de vue global, c'est le meilleur avion de chasse du monde. Son coût d'entretien est bien inférieur à tous les autres. Et donc pour une armée de l'air, si vous voulez, si vous avez avec 100 Rafales, vous faites autant de missions. Si vous voulez faire autant de missions que vont faire 100 Rafales dans une campagne aérienne, il vous faudra 350 F-35 ou 160 ou 170 Sukhoi 30. Vous voyez? Donc actuellement, le Rafale, pour moi, est le meilleur avion du monde, le meilleur avion de chasse du monde, d'un point de vue global, hein, même si sur certaines caractéristiques, il est inférieur au Sukhoi 57, 35, 30. Nous pouvons encore avoir quelques fiertés françaises, heureusement. Alors, justement, toujours à propos de Dassault, il y a eu des rumeurs, je crois que c'était le journaliste Mark Endevelt,
qui rapportait qu'il y avait eu un projet de Bolloré de vouloir s'emparer de Dassault pour justement après le revendre aux États-Unis et que Bolloré aurait vendu sa logistique en Afrique à MSC pour pouvoir récupérer suffisamment de cash pour lancer à terme une sorte d'OPA avec l'aide des pouvoirs publics français pour pouvoir réussir à enlever justement les freins au démantèlement de Dassault. Je n'étais pas au courant de cela, mais ça ne m'étonne pas. Ce sera de toute façon à l'aide du gouvernement français tel qu'il est actuellement, puisque on a vu ce qui s'est passé avec Alstom. Il faudrait que Dassault se défende. Je n'ai pas de réponse, mais ça ne m'étonne pas. L'information que vous venez de me donner, je ne la connaissais pas, mais elle ne m'étonne pas. Et je sais, l'économie n'est pas trop mon point fort. Je ne sais pas comment on peut résister à une OPA, mais j'imagine que ça doit être possible de verrouiller le système. Heureusement, une grande partie de l'actionnariat est familiale chez Dassault. Il faudrait pour cela qu'il y ait au moins une partie de la famille qui coopère avec Bolloré, ce qui n'est pas évident, bien heureusement. Alors, une autre question, puisqu'à vous entendre, la France ne peut plus compter que sur cette dissuasion nucléaire pour assurer l'intégrité de son territoire. On peut se poser la question de savoir dans l'état dans lequel se trouvent nos armes nucléaires et des installations pour les lancer. Alors, l'installation, je pense que les sous-marins, heureusement, ils sont quand même opérationnels. Mais quid justement, par exemple, de notre vecteur aérien? Il est opérationnel aussi, puisque ce sont des Rafales. Cela dit, je reviens à ce que j'ai dit au début. Aujourd'hui, la France ne peut même plus compter sur sa dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, la dissuasion nucléaire française, elle est aux mains des États-Unis. Malheureusement, je pense que nous sommes tellement soumis que le chef des armées, entre guillemets, ne prendra jamais la décision lui-même, à moins qu'il soit sous overdose de coke, mais je pense pas. Le regretté Vincent Brousseau, qui avait cofondé avec Charles-Henri Gallois Génération Frexit, avait écrit un texte éclairant sur la volonté de l'Allemagne de pouvoir récupérer la dissuasion nucléaire française par l'entremise de l'Union européenne. De manière à ce qu'en gros, l'Allemagne récupère, non pas sous son drapeau, mais sous le drapeau bleu aux étoiles d'or, la dissuasion française, avec aussi d'ailleurs le droit de veto au Conseil de sécurité qui serait donné à l'Europe. Tout cela après avoir entraîné la France dans une dette sans fin. Et pour pouvoir soutenir cette dette, eh bien, elle demanderait les bijoux de famille à partager. Que pensez-vous de ce plan ourdi par l'Allemagne? Il est tout à fait cohérent avec ce que les Allemands ont fait depuis le début, avec Airbus, avec ce qu'ils ont fait avec EDF. Aujourd'hui, on apprend que l'Allemagne, le grand projet de l'Allemagne, c'était de casser EDF. Mais le problème aujourd'hui de l'Allemagne, alors je suis d'accord avec Vincent Brousseau là-dessus, ça ne m'étonne pas du tout des Allemands, sauf qu'aujourd'hui, ils ont juste un tout petit problème, c'est que dans la situation actuelle, leur Premier ministre n'est pas meilleur que notre président. Il n'y a plus d'État. Vous connaissez la phrase de De Gaulle. Pour qu'il fût un chef d'État, il eût fallu qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Bon. En Allemagne et en France, il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'État. Scholz est au même niveau que Macron. Et d'autre part, l'économie allemande est en train de s'effondrer à cause des sanctions à boomerang qu'elle se prend de la part de la Russie, à cause de l'explosion du Nord Stream. Donc aujourd'hui, on assiste à la grande faillite de l'économie allemande et de l'industrie allemande. Donc je pense que leur plan
est un peu obsolète. Et encore une fois, tous ces pays vont s'effondrer, sont en cours d'effondrement. À propos de Nord Stream, que pensez-vous des révélations de Seymour Hersh? Est-ce que ça vous paraît être le scénario le plus cohérent? Bien sûr, depuis le début, Seymour Hersh est un excellent journaliste, donc il a enquêté, il a apporté des preuves et des arguments. Mais ce qu'il a révélé, tous les gens à peu près sensés s'en doutaient. C'était cousu de fil blanc, d'autant qu'il suffisait de voir les réactions de Biden et de Nuland après l'explosion de Nord Stream. Ils ont réagi et sur les réseaux sociaux en disant c'est bon, on l'a fait. Il n'y avait même pas besoin d'enquêter. Mais bon, c'est bien qu'il l'ait fait parce qu'il a apporté les détails qui manquaient. Et pour n'importe quel observateur qui a un cerveau entre les deux oreilles, c'était une évidence dès le début. Merci, nous avons la même analyse. Alors, on revient en Chine, il y a des questions qui reviennent sur la Chine, et particulièrement sur l'armée de l'air chinoise, ainsi que sur l'armée de terre, mais sur l'armée de l'air chinoise, comme vous êtes spécialiste, que pensez-vous de la qualité de l'armée de l'air chinoise? Peut-elle rivaliser avec l'US Air Force? Je n'en suis pas sûr. L'armée de l'air chinoise a d'excellents avions, parce qu'elle a des Sukhoi 30-35 russes et elle a développé ses propres avions furtifs. En revanche, d'après certains films que j'ai vus, des documentaires de télévision chinoise qu'on trouve sur YouTube ou sur des plateformes comme ça, sur l'entraînement des pilotes, j'ai l'impression qu'ils sont quand même encore en retard sur l'entraînement des pilotes et en particulier sur la capacité des pilotes à avoir de l'autonomie en vol, l'autonomie de décision. Ce que j'ai vu de l'armée de l'air chinoise, ça ressemble encore un peu à ce qu'était l'armée de l'air soviétique du temps de l'URSS, quoi. C'est-à-dire des pilotes très encadrés, avec peu d'autonomie de décision en vol. Et donc, je ne pense pas que la qualité de l'entraînement et la qualité des structures de commandement, de la chaîne de commandement, soient au niveau, même si les matériels sont excellents. Vous avez entendu, nos services de renseignement ont bloqué certains pilotes français qui voulaient partir en Chine, apparemment très bien payés, pour pouvoir entraîner les pilotes chinois à combattre tout simplement nos Rafale et nos Mirage 2000. Que pensez-vous de cette initiative de nos services de renseignement et que pensez-vous des pilotes qui auraient pu très bien, alors le mot est un peu dur, mais tout simplement peut-être trahir notre pays? Il y a des pilotes français qui entraînent des pilotes d'autres armées, il y en a dans le Golfe, hein. Et il y en a au Qatar, il y en a aux Émirats arabes unis, il y en a en Arabie saoudite. Donc quand on vend du matériel, des avions de chasse à l'étranger, en général, il y a un accompagnement technique, mécanique et des pilotes instructeurs qui sont envoyés. Le fait d'aller en Chine, bon, j'imagine que on a dû leur proposer un pont d'or. Oui, c'est bien qu'on les ait bloqués quand même, faut pas exagérer. On aide Oui. les pays à qui on vend nos avions, d'accord, mais là, oui, ça frôle la trahison. Ouais. Quid des brouilleurs électromagnétiques pour contrer les missiles hypersoniques et les drones, les essaims de drones, les cohortes de drones? Cette guerre électromagnétique est-elle aujourd'hui peut-être une clé des futurs conflits? Alors, vous avez cité le livre que j'ai écrit, le livre de stratégie, l'art de la guerre aérienne. Dans ce livre, je démontre par un raisonnement logique pourquoi et comment la supériorité aérienne est un préalable aux opérations de surface. Je dis bien un préalable, hein,
et je démontre pourquoi et comment la supériorité en matière de guerre électronique est un préalable aux opérations aériennes, à la supériorité aérienne. Donc, à l'évidence, c'est un sujet très, très, très important. Moi, j'ai été impressionné en avril 2014 quand 2 Sukhoi 24 ont survolé un bateau de guerre américain de Donald Cook. Je sais plus quel type de bateau c'est, enfin je connais pas trop, mais qui était équipé du système antiaérien Aegis, qui d'après ses constructeurs était le meilleur système de défense antiaérienne du monde. 2 Sukhoi 24, donc des trapanels des années 70 avec des entrées d'air carrées, une signature radar énorme, ont survolé ce bateau américain sans être détectés, parce qu'ils avaient un pod de guerre électronique qui a tout simplement supprimé leur éco-radar. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, la Russie doit avoir la supériorité en matière de guerre électronique. Ça s'est confirmé en Syrie, dans une réunion un symposium de guerre électronique en 2018, en septembre 2018, de mémoire. Un général des Marines qui avait servi en Syrie a déclaré que en Syrie, les Russes faisaient ce qu'ils voulaient. En matière de guerre électronique sur les réseaux sociaux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. S'amuser. Et du reste, quand on regarde comment les Russes se sont déployés en Syrie à l'attaquer, en une nuit, ils ont déployé 50 aéronefs, dont des hélicoptères, des avions, tout ça, ils sont passés par la Turquie. Ils sont passés par la Turquie. Ou de toute façon, ils sont passés dans des zones où il y avait des radars de l'OTAN. Et ils n'ont pas été détectés. Tout le monde les a vus le lendemain, les satellites ont vu qu'il y avait des avions russes à l'attaquer, mais personne ne les a vus passer. Donc je pense que oui, la guerre électronique est la clé du succès, clairement, d'un point de vue militaire, que la guerre électronique arrête des missiles hypersoniques, ça c'est pas forcément pertinent, parce que les missiles sont autonomes, ils peuvent agir de façon autonome et sans émettre aucune radiation. En revanche, un missile qui pénètre et des moyens de brouillage pour ne pas être détecté, ça me paraît beaucoup plus plausible. Un tout petit ajout de guerre électronique pour aider un missile à pénétrer, ça me paraît plus facile à réaliser que l'inverse. Un missile qui est guidé par GPS, ou l'équivalent russe du GPS, le GLONASS, il atteint sa cible, sans avoir besoin d'émettre aucune onde radar. Justement, ça me permet de rebondir sur la question suivante, c'est à propos de la guerre dans l'espace. Est-ce que le futur conflit mondial, si on en arrive là, ce que personne n'espère, ne commencera-t-il pas par une attaque des satellites, que ce soit notamment le GPS, le GLONASS, mais aussi les différents satellites militaires. Je me souviens plus le nom du satellite qui coordonne les F-35 entre eux. Il y a plusieurs satellites de l'US Air Force, de l'US Navy, côté américain, mais aussi des satellites russes et chinois. Il y a même une station orbitale chinoise habitée. Ne pourrait-on pas imaginer que le Pearl Harbor du XXIe siècle ne se passerait pas en mer, mais dans l'espace? C'est très probable. Et je pense que sur cette question, intuitivement, je pense que les Chinois sont en avance en matière de brouillage ou de neutralisation de satellites. Les Russes sont certainement très très bons, et j'imagine bien les Chinois être en avance. Il y a plusieurs choses qui me font dire ça. D'abord, en fin août 2017, les Chinois ont lancé un satellite expérimental pour tester les communications quantiques. Alors, il y a très peu de papiers scientifiques qui sortent de Chine, et surtout pas en anglais sur le sujet. Donc, ça veut dire qu'ils sont en avance dans le domaine de la communication quantique. Et à peu près à la même époque, ou un an plus tard, j'avais lu un article où les Chinois disaient qu'ils avaient réalisé un radar quantique d'une portée de 125 km. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, il a une portée supérieure. Donc, dans le domaine ultra sensible et très en pointe
des communications et de la détection quantique, ils sont probablement en avance, et je pense que eux pourraient bien avoir la capacité de neutraliser les satellites américains. Je pense que les Russes aussi, d'ailleurs, ils l'utilisent. Hein. Ils arrivent à, enfin, ils brouillent pas les satellites d'Elon Musk, Starlink, mais ils brouillent les récepteurs. Donc les récepteurs qu'utilisent les soldats ukrainiens sur le front, les Russes sont capables de les brouiller. Donc, mais très certainement, si la guerre, si vraiment on entre dans un conflit chaud, oui, la guerre électronique et via les satellites, la neutralisation des satellites sera, à mon avis, la première action déterminante. En effet. Revenons sur le champ de bataille ukrainien et comment expliquer que aujourd'hui l'aviation, qui justement normalement est un préalable pour pouvoir, la maîtrise aérienne est un préalable pour pouvoir agir sur un théâtre d'opération, eh bien, on a l'impression que l'aviation en Ukraine, qu'elle soit russe ou ukrainienne, alors ukrainienne, ils n'en ont pas beaucoup, mais on voit pas quand même beaucoup l'aviation russe, on voit des drones, parce que les défenses antiaériennes venant du sol ont l'air d'être supérieures aujourd'hui à tout simplement aux capacités de pouvoir les éliminer par l'aviation. Est-ce que ça ne sonne pas le glas pour une certaine période, justement, de la domination aérienne du champ de bataille? Alors, je me suis posé évidemment la question. Alors, l'aviation n'est pas utilisée, ou très peu, dans un rôle stratégique. Par les Russes, les Ukrainiens, pareil, mais les Ukrainiens se sont fait détruire, abattre un très grand nombre d'avions. Alors, la défense aérienne russe, qui est multicouche et très efficace. En revanche, les Russes n'ont pas, pour l'instant, utilisé l'aviation comme nous l'entendons. Ils utilisent, cela dit, des avions de détection aérienne et des avions de guerre électronique, d'écoute électronique H24. Bon, il faut quand même voir en plus que le front fait 1000 km. Hein. Donc pour assurer une permanence de défense aérienne le long du front, il faudrait une telle quantité d'avions que pour l'instant ils ne se sont pas résolus. L'utilisation de l'aviation par les Russes aujourd'hui est cohérente avec leur tactique, leur plan tactique de grignotage. Ils n'ont pas lancé d'offensive. Si les Russes lancent une offensive, ce qui n'est pas certain, une grande offensive, on le verra tout de suite parce qu'il y aura un préalable de brouillage électronique colossal suivi d'une opération aérienne en haute altitude, ce qui n'a pas encore été le cas. Merci beaucoup. Alors, une question de politique française. Que pensez-vous du général de Villiers? Lui, voyez-vous un avenir présidentiel ou, à défaut du général de Villiers, voyez-vous un militaire pouvoir se présenter à l'élection présidentielle? Et j'ai même un commentaire, pourquoi pas vous? Alors c'est vrai que l'histoire de France, c'est De Gaulle qui disait la France n'est rien sans son épée. L'histoire de France a souvent été sauvée par des militaires. À l'heure actuelle, au général de Villiers, bon, il a l'air pas mal, mais je ne sais pas s'il a la dimension politique. Je ne connais pas bien le niveau de ses réflexions. Ce que j'ai lu de lui me fait penser qu'il réfléchit plutôt à un niveau tactique. Et encore, je dis ça avec des pincettes. Hein. Donc, mais pourquoi pas? Il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres généraux ou amiraux qui ont des bonnes idées. Après, c'est une question de circonstances, parce qu'on ne gouverne pas seul, on gouverne avec une équipe. Et la situation politique, alors vous direz, si ça s'effondre, quand ça se sera effondré, on pourra repartir à peu près sur des bases saines. Mais il faut
Le général de Gaulle incarnait la résistance, donc il était légitime. Et quand il a quitté le pouvoir, il est revenu. Il était légitime. Il faut faire son trou quand même. Quand je dis faire son trou, c'est dans l'image, dans l'idée qu'en ont les gens, dans la conscience collective. Il faut faire son trou dans la conscience collective. Et un militaire, aujourd'hui, bon, je connais pas mal, je suis en contact avec pas mal d'officiers généraux ou colonels en retraite avec qui j'échange, mais aucun d'entre nous, puisque je suis cité, n'avons fait notre trou dans la conscience collective. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je suis pas certain que ce qu'est fait le général de Villiers, même s'il a été chef d'état-major des armées, soit suffisant. Et que pensez-vous de l'actuel SEMA? Alors pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue opérationnel et stratégique. Pensez-vous que c'est le right man in the right place, comme disent les anglo-saxons? Ben, j'ai l'impression qu'il résonne au niveau tactique plutôt. Vous savez, c'est Oui. pas le fait d'être à un niveau stratégique, c'est pas le poste qu'on occupe qui fait qu'on est stratège ou tacticien, c'est la façon dont on pense. Et je pense que lui est un tacticien. Une question justement d'ordre ni tactique ni stratégique, mais peut-être justement lié à ce fameux art opératif que l'on attribue aux soviétiques puis aux Russes. Pensez-vous que le Gerasimov est un réel plan pour du moins les mois qui suivent, ou doit-il toujours s'adapter plutôt aux ripostes de l'armée ukrainienne soutenue par les Occidentaux? Alors, je pense qu'il a les deux. D'abord, vous savez ce qu'on dit, hein, un plan est valable jusqu'à ce que soit tiré le premier coup de feu. Et après, il faut s'adapter. Mais on garde les orientations. Alors, ce que j'ai lu du général Gerasimov, c'est que il est très fort dans la déception. C'est-à-dire faire croire qu'on va faire quelque chose et puis ne pas le faire autre chose. Donc, il est très souple. La maskirovka russe. Exactement. Et en plus, il est intelligent. Donc, je pense qu'il a des plans. Je pense qu'il a des plans possibles. D'autant que dans la situation actuelle, si jamais l'armée russe lance une grande offensive, qui sera précédée par la guerre électronique et une campagne aérienne à haute altitude, si les Russes lancent une grande offensive, ils ont l'embarras du choix. Ils peuvent attaquer de tous les côtés. Ils peuvent faire semblant d'attaquer d'un côté pour balader les Ukrainiens qui sont exsangues. Hein. L'armée ukrainienne est exsangue. C'est la troisième armée qui se fait ratatiner là. Et ils peuvent les balader le long de la ligne de front pour pouvoir finalement percer là où ils ont décidé de le faire. Donc, je pense qu'il a plusieurs plans. Il s'adapte et de toute façon, le plan, l'option, au-dessus du plan, il y a l'option stratégique. Et comme je l'ai écrit dans mon dernier article, je me suis pas prononcé, mais là je me prononce. Je pense que l'option stratégique russe, donc là ça vient du chef d'État là, hein, pour le coup. L'option stratégique russe est d'étrangler les pays de l'OTAN par l'économie, par les ressources et sur le plan militaire, de grignoter et de continuer à épuiser les Ukrainiens. Je pense que c'est ça. Donc vous ne pensez pas que quand Bruno Le Maire a déclaré la guerre économique totale à la Russie et qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, vous pensez qu'il a été fort présomptueux, si j'ai bien compris? Mais non seulement présomptueux, mais totalement idiot, parce qu'il n'a même pas tenu compte des enseignements de l'histoire. Après les sanctions qui ont été mises contre la Russie en 2014, la Russie s'est redressée de façon colossale. Avant les sanctions de 2014, la Russie importait
des céréales. Aujourd'hui, elle est exportatrice nette. Elle a développé son agriculture de façon considérable. Elle a relocalisé toute son industrie de défense et elle s'est mise à devenir autonome d'un point de vue industriel. Là, elle est quasiment autonome sur le plan industriel. Donc, vous avez un pays qui est autonome sur le plan énergétique, qui est autonome sur le plan alimentaire et qui est presque autonome sur le plan industriel. Et vous vous attaquez à ça par les leviers de l'économie. Il faut être un abruti complet. Vous attaquez l'ennemi sur son point de force. C'est peut-être ainsi que nous pouvons en effet qualifier Bruno Le Maire. Alors, en ce qui concerne justement l'industrie de guerre, on entend de plus en plus de voix dire qu'il faut passer en économie de guerre côté ouest. On a entendu M. Quatremer sur France 24 dire que désormais, eh bien, il faudra sacrifier notre système social pour l'économie de guerre. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à sacrifier leur système social pour l'économie de guerre? Déjà, parler d'une économie de guerre chez nous n'a déjà pas de sens. On peut passer en économie de guerre quand l'État possède l'outil industriel militaire. Or, en Occident, c'est pas ce qui se passe. Les compagnies sont privées. Et le but d'une compagnie privée, c'est pas de faire le meilleur matériel, enfin si, un peu, mais c'est surtout de gagner beaucoup d'argent. Donc il faudrait déjà commencer par tout nationaliser. Avant de passer en économie de guerre. C'est un préalable. Donc ça n'a pas de sens. Et quand il dit il faut casser le social au profit de l'économie de guerre, ça veut dire il faut casser le social, ça c'est bien son objectif, au profit du lobby militaro-industriel. C'est ça que ça veut dire. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, un tour du monde malheureusement en crise, un tour du monde en guerre. Vous demandez en conclusion de définir en quelques mots les grandes étapes qui devraient accompagner une sortie de la France de l'OTAN pour une accession vers une indépendance politique et une souveraineté de notre industrie de défense. Alors, ça, ce sera de toute façon la fin de l'histoire, fin de cette histoire, après l'effondrement. Alors, les grandes étapes, eh bien, il ne pourrait y avoir de grandes étapes qu'avec un gouvernement, avec un chef d'État digne de ce nom et un gouvernement digne de ce nom, au service de la France, de sa grandeur et au service du bien commun. Donc ça n'arrivera à mon avis pas dans l'état actuel des choses, en tout cas pas par la classe politicienne actuelle. Ça ne pourra arriver qu'après un effondrement. Il pourra venir d'une révolution interne, d'un étranglement économique, et une fois qu'il y aura eu cet effondrement, les élites politiques vont changer, clairement. On sera à peu près dans la situation d'après la Seconde Guerre mondiale. Et là, il pourra y avoir un gouvernement, un vrai gouvernement, au service de la France et du peuple français. Et si ça se produit, quand ça se produira plus exactement, ce sera donc dans le cadre d'un effondrement qui aura vu l'OTAN disparaître, éclater, et l'Union européenne éclater. Donc nous nous retrouverons de facto souverains, et à ce moment-là, il faudra reconstruire, donc avec des priorités. Et s'agissant de la défense, la priorité sera la relocalisation des industries de défense et probablement aussi une renationalisation de certains domaines stratégiques de l'industrie de défense. Eh bien, Régis Chamagne, nous vous remercions pour vos lumières ce soir. Je pense que beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses sur ces questions qui sont aujourd'hui les plus importantes de toutes. Car, comme je l'ai dit au début, il n'y a aucune question politique qui surpasse celle de la paix et de la guerre. Encore merci pour cet entretien. Et je sais que vous êtes signataire de
la pétition pour réclamer un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Je vous en remercie et j'appelle tous ceux qui écouteront cet enregistrement à signer aussi cette pétition. Merci encore, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.